Eh bien, on va accueillir du coup Jérémy qui va nous parler, comme son t-shirt et comme ses slides le disent, de Ansible. Merci. J'ai déjà dit bonjour à certains et certaines d'entre vous, mais sinon bonjour à tous les autres. Et d'abord, je voudrais commencer par remercier tous les gens qui sont actifs dans des communautés, qui partagent et qui viennent dans des événements comme ça, qui les organisent, qui les financent, etc. Donc merci à tout le monde. Donc moi, je m'appelle Jérémy, je travaille dans une société qui s'appelle Evolix, où on fait de l'hébergement et de l'infogérance open source. Et voilà, la société existe depuis une quinzaine d'années. On est basé surtout à Marseille et à Montréal. Et notre métier, c'est principalement de la gestion de serveurs, de la gestion d'infrastructures et tout ce qui va autour. Plus personnellement, j'ai fait beaucoup de développement web, beaucoup de Ruby notamment, et pas beaucoup de Python. Et notamment, je suis venu au Django Kong en 2010, la première année à Marseille. Et à ce moment-là, j'avais fait un petit peu le troll puisque j'avais fait une présentation de Rails. Voilà. Et donc j'étais pendant longtemps développeur web et j'ai eu envie au bout d'un certain temps de m'intéresser encore plus aux infrastructures, aux systèmes et à tout ce qui permet à une application web de bien fonctionner. Et du coup j'ai rejoint Evolix pour faire du système, pour me plonger dans l'infrastructure, dans tout ça. Et quand des développeurs rencontrent des sysadmins, ben, ça donne des DevOps. Alors moi, j'aime pas dire que c'est un titre, plus un état d'esprit de rencontre et de préoccupation, etc. Mais voilà, c'est un peu ça qui m'est arrivé. Et si on veut avoir une autre définition de DevOps, on peut se tourner vers Borat qui nous dit que faire des erreurs, c'est humain, mais les automatiser sur tous les serveurs à la fois, ça, c'est DevOps. Voilà. Donc si vous trouvez ça drôle, on l'a mis en sticker, il y en a à l'entrée. Voilà. Une grosse partie de nos métiers, qu'on soit dans le système ou dans le dev, c'est, en tout cas nos enjeux, c'est de s'améliorer constamment, de questionner nos pratiques, de s'intéresser à des nouvelles technologies ou des nouveaux usages, d'en adopter certaines. Et ça, si possible, le faire en étant capable de lever la tête du guidon, d'investir du temps, tout en restant productif. Donc on est des fois confronté à ce dilemme de quand s'arrêter, quand améliorer, quand remettre en question. Mais voilà. Et sur l'automatisation, on a aussi ce dessin qui vient résumer un petit peu la différence entre la théorie et la pratique sur l'automatisation. En théorie, lorsqu'une tâche est répétitive, on a envie de l'automatiser, on devrait passer un petit peu plus de temps à l'automatiser et après pouvoir aller à la plage. Dans la pratique, à la plage, on l'oublie vite parce que si on se trompe dans le process, on va faire un peu n'importe quoi et on va perdre plus de temps que si on le faisait. Mais bon, si on a la bonne approche, on ne devrait pas tomber dans ce travers-là. Alors l'automatisation, pour moi, selon moi, elle a quelques apports fondamentaux. Ça va être la fiabilité, l'homogénéité et la rapidité. Et ces trois aspects-là vont s'influencer l'un l'autre et se nourrir l'un l'autre. Une fois qu'on a été capable de produire du code, de produire un automate qui va faire son travail, on va pouvoir le reproduire et ça sera toujours le même résultat. Ça sera fiable si on a bien corrigé tous nos bugs et surtout, si c'est la machine qui travaille, ça va aller beaucoup plus vite. Donc ça, c'est vraiment ce que va apporter, selon moi, l'automatisation. On peut se demander quoi automatiser. Par exemple, j'ai parlé de tâches répétitives, donc des tâches manuelles qu'on fait souvent. Ça peut être bien à automatiser. Ça peut aussi être des tâches plus complexes, mais qui ont des séquences relativement claires, mais qui peuvent être fastidieuses. Et tout ça, si on le fait à la main, ça va introduire des pertes de temps. La fatigue opérationnelle fait qu'on va des fois zapper des étapes et aboutir à des erreurs. L'absence de créativité dans la répétition, toujours la même, ça va nous frustrer, donc on va de temps en temps vouloir innover un petit peu, et bien on va retomber sur des erreurs. Et en fait, on a des outils, on a des machines qui peuvent travailler à notre place et à qui on peut déléguer ça, et du coup notre temps et notre énergie sont mieux employés ailleurs. Alors comment automatiser ? Donc dans les communautés les écosystèmes de développement, on a des outils qui ont un petit peu émergé. On a Capistrano dans l'écosystème Ruby, même si ce n'est pas limité à ça. Il y a Fabric aussi, qui sont des outils qui sont assez spécialisés pour le développement d'applications. Alors je connais très bien Capistrano, mais très mal Fabric, donc j'espère que je ne dis pas de bêtises là-dessus, mais c'est quand même des outils assez spécialisés.
Après, on a des outils beaucoup plus généralistes, comme Chef et Puppet, et aussi Ansible, évidemment, qui sont des outils qui veulent aborder toute la question de l'automatisation autour des serveurs, autour de la configuration, avec voilà, une approche plus généraliste. Et moi, je vais vous parler aujourd'hui d'Ansible, comme le dit le titre et le t-shirt. Ansible, c'est un projet open source qui est géré actuellement par Red Hat, et c'est un projet dont tout le code est libre. Il n'y a pas de partie propriétaire. Et c'est un projet notamment qu'on aime bien parce qu'il y a une grosse communauté d'utilisateurs et de contributeurs, et une bonne partie de la gouvernance du projet se passe dans la communauté. Et donc c'est un projet vraiment intéressant. Il va s'appuyer sur quelques concepts clés. Alors c'est pas un gros mot, l'idempotence. On va avoir notamment, ça s'appuie sur une définition mathématique, où lorsqu'on va appliquer une fonction à un objet, par exemple, et qu'on réapplique le résultat de cette fonction encore à la fonction, ben en fait, c'est comme si on l'avait fait qu'une fois au départ. Donc, par exemple, en maths, ça va être la valeur absolue, c'est une fonction idempotente, alors que la racine carrée, ça n'en est pas une. Voilà. Et dans le contexte système, par exemple, c'est le résultat qui va compter, et ce n'est pas la transformation qu'on doit appliquer. Donc, par exemple, si on veut qu'un utilisateur soit présent, on dit au système qu'on veut que tel utilisateur soit présent, on ne lui dit pas de le créer. Il le créera s'il n'existe pas, et s'il existe déjà, il dira il n'y a rien à faire. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas dans Capistrano, je ne suis pas sûr qu'on retrouve ça dans Fabric, mais on retrouve ça vraiment fortement dans Ansible et dans d'autres outils. Et ça, pour nous, d'après moi, c'est vraiment un point clé très important, parce que on va pouvoir s'appuyer là-dessus pour avoir des choses vraiment, vraiment fiables. Ansible a aussi une caractéristique, c'est la modularité. Ce n'est pas un outil monolithique. Et donc, il va proposer des éléments de base qu'on va pouvoir composer, un peu à la manière, finalement, d'un langage et de sa bibliothèque standard. On a des outils et puis on va les utiliser, les composer, les arranger pour arriver à un résultat qui nous est propre et qui répond à notre besoin. Et parmi ces éléments de base, on va avoir des modules. Donc, les modules, c'est du code. C'est du code, en l'occurrence c'est du code Python, je vais y revenir après. C'est ce qui va intégrer l'abstraction par rapport au système sur lequel il s'appuie. Par exemple, lorsqu'on veut créer un utilisateur, qu'on soit sous Linux, sous macOS, sous OpenBSD ou sous Windows, ce n'est pas exactement la même manière, mais dans Ansible, on va dire je veux que l'utilisateur soit présent. Donc c'est implémenté de cette manière-là. C'est le module qui va implémenter l'idempotence. Comment faire pour vérifier si l'utilisateur existe déjà ou pas avant de lancer la commande de création. Et on a dans Ansible une bibliothèque très large. On a aujourd'hui plus de 2800 modules existants. Et à chaque nouvelle version, il y en a des nouveaux. Mais on peut aussi l'étendre soi-même, écrire ses propres modules. On a aussi des concepts de tasks et de handlers. Ça se ressemble, et de templates. Les tasks et les handlers, c'est ce qui va faire vraiment la mise en œuvre des modules. Quand on dit donc la création d'un utilisateur, on va pouvoir donner un contexte d'exécution de ce module, donc avec des variables, quel est le nom de l'utilisateur, est-ce qu'il a un UID particulier, est-ce qu'il doit être présent ou est-ce qu'il doit être absent, des choses comme ça. Et puis évidemment, on a des templates lorsqu'on veut travailler sur de la configuration. Donc on va avoir des éléments qui ont une certaine logique, avec des if ou avec des boucles ou des choses comme ça, et on va avoir des variables pour générer au final des configurations. Ansible utilise aussi un concept d'inventaire et de variables. Donc là, c'est la liste des serveurs ou des environnements sur lesquels on va intervenir. C'est comment se connecter à ces différents serveurs. Et c'est aussi des variables spécifiques, donc soit par hôte, par serveur ou par groupe. Et donc là, par exemple, je vous montre un inventaire fictif, mais où on a un fichier host dans lequel on va avoir une certaine liste de serveurs pour l'environnement de production. Chaque serveur va avoir un nom et par exemple une adresse IP pour s'y connecter. Et puis on va pouvoir avoir une variante qui va être pour l'environnement de développement ou l'environnement de pré-production. Donc les noms seront les mêmes, mais les adresses IP seront différentes. Et ensuite, on va avoir des fichiers de groupe pour avoir des variables qui s'appliquent à tous les serveurs ou à certains groupes de serveurs, et puis des fichiers par host, où les variables ne s'appliqueront qu'à ce host-là. On a aussi un concept de rôle. Les rôles, c'est un petit peu comme des paquets autonomes qui vont qui vont contenir des tasks, des handlers, des variables, des templates. Et on va incorporer ça dans des playbooks pour décider de ce qu'on veut faire dans notre séquence d'automatisation. Et tout ça, ces rôles-là vont pouvoir être stockés localement ou bien récupérés dans un registre
Il y a par exemple Ansible Galaxy, et puis il y en a d'autres, où on peut aller récupérer des choses toutes faites pour les faciliter le partage. Là, je vous montre un exemple de rôle, un rôle pour créer, pour gérer MySQL par exemple sur un serveur. Donc on va avoir defaults et vars qui vont être des dossiers dans lesquels on va mettre des variables. On a files et templates dans lesquels on va pouvoir mettre des ressources à copier, donc soit en brut, soit en template. Et puis surtout, la partie task avec un point d'entrée qui est main, éventuellement des inclusions pour gérer tous les différents aspects du rôle. Quand on a des rôles qui sont un peu importants, un peu imposants, on va subdiviser, etc. Et tout ça, ça va s'organiser dans des playbooks. Donc c'est l'élément le plus haut niveau, on va dire, au niveau d'Ansible. C'est ce qui va indiquer le contexte d'exécution, donc sur quelle machine on veut faire telle chose, quelles sont les options d'exécution, éventuellement mettre des restrictions, est-ce qu'on veut être sudo ou pas lors de l'exécution, etc. Et c'est ce qui va organiser les tasks et les rôles. Donc je veux d'abord installer un serveur Apache, puis je veux installer MySQL, puis je veux faire ceci, puis je veux faire cela, etc. C'est un peu le rôle du chef d'orchestre dans le contexte d'automatisation. Dans Ansible, il y a aussi un autre aspect qui est vraiment intéressant, c'est qu'il n'y a pas d'agent. Un agent, c'est par exemple un programme qui va tourner sur les serveurs constamment et qui va attendre qu'on lui parle pour lui donner des ordres. Dans Ansible, il n'y en a pas. Il n'y a rien de spécifique sur les serveurs, véritablement. Ansible a besoin d'une connexion SSH à la demande. Au moment où on va exécuter Ansible, il va se connecter très simplement à SSH. Il a juste besoin d'un interpréteur Python, d'ailleurs avec beaucoup de versions supportées au niveau des serveurs, au niveau des équipements en réseau d'ailleurs, où il n'y a pas forcément des versions très, très élaborées de Python. Et ça aussi, pour nous, c'est une killer feature parce que c'est le moyen d'adopter Ansible de manière très progressive, éventuellement de ne plus l'utiliser si on se rend compte que ça ne répond pas à nos besoins. Il ne restera rien sur les serveurs, il n'y a pas d'empreinte. Et surtout, on ne remet pas en question des éventuelles politiques de sécurité sur qu'est-ce qui doit être ouvert en écoute sur les serveurs. Si on a accès à un SSH, ça fonctionne. J'estime que c'est aussi un gros intérêt, c'est que Ansible est écrit en Python. Donc ça va être utile si on veut étendre la base, c'est-à-dire si on veut écrire ses propres plugins, ses propres modules, on a des classes dont on peut hériter pour ne pas tout réécrire complètement et s'appuyer sur des choses qui existent déjà, et on va écrire ses propres logiques, donc évidemment si on sait écrire du Python, c'est vachement bien. C'est utile pour du debug de code. Par exemple, l'année dernière, lors d'une montée en version d'Ansible, on a constaté un bug. Bon, moi, j'écris pas de Python, honnêtement, mais j'ai ouvert le code, j'ai trouvé ce qui me semblait être un bug, j'ai écrit des tests complémentaires qui ont prouvé que. Ensuite, j'ai modifié l'implémentation, j'ai soumis ça, ça a été incorporé. Donc voilà, c'est très facile quand on est capable de lire le code. Voilà, que ça soit du Python, c'est mieux que ça soit des choses beaucoup plus complexes. Et puis plus rigolo, il y a des abstractions qui fuient un petit peu dans Ansible. C'est l'YAML qui est utilisé beaucoup pour la codification des rôles, des playbooks, etc. Et par exemple, les booléens, on peut les écrire avec des 0 ou des 1 ou des yes-no sous forme de chaîne, mais on peut aussi utiliser des booléens natifs, Python, ou bien les expressions régulières, par exemple. Des fois, il y a des choses un petit peu bizarres sur la manière d'échapper des caractères. Bon, ben, si on sait faire du Python, on va le comprendre tout de suite et on va pouvoir les dépasser plus facilement. Alors on fait quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire vraiment avec Ansible? Il y a vraiment un très large spectre d'utilisation possible. Ça va aller du provisioning par exemple, donc le provisioning c'est le fait de démarrer des instances dans un cloud ou des VM Amazon ou n'importe quoi pour créer des machines et pouvoir s'y connecter ensuite. C'est de la configuration classique, donc là ça va être installer des paquets, configurer notre serveur MySQL et créer nos utilisateurs, etc. Ça va pouvoir être aussi du déploiement, donc là on va retrouver ce qu'on pouvait faire avec Capistrano ou avec Fabric, mais dire qu'on va déployer une nouvelle version de notre application, on va pouvoir automatiser tout ça avec Ansible assez facilement. Et on peut même aller jusqu'à des orchestrations très complexes, ou en tout cas beaucoup plus complexes, avec du déploiement multi-serveurs, chacun à son tour, en désactivant le load balancer pour tel serveur le temps qu'on fasse les choses, éventuellement exécuter des tests, vérifier, etc. Ou bien faire des dockeries complexes pour créer des environnements, etc. Enfin, voilà, on peut piloter tout ça avec Ansible. Et puis aussi, on peut se rapprocher de l'environnement et de l'activité vraiment de l'administration système, même si ce n'est pas en tant que développeur notre expertise particulière, on peut s'en approcher. Ansible va permettre la codification du résultat, de l'état attendu de notre infrastructure et de la documentation. Donc ce n'est pas quelque chose qui est écrit dans un wiki, ce n'est pas des commentaires, c'est vraiment du code exécutable. Donc si ça marche, c'est que c'est vrai.
Et du coup, ça va faciliter la compréhension dans les équipes, etc. Donc ça, c'est vraiment une très bonne chose. On n'est pas obligé, même si c'est bien de savoir jusqu'au bout ce qu'on manipule, mais on n'est pas complètement obligé d'être vraiment expert en admin système. On peut utiliser des dépôts de rôle pour ne pas tout réinventer. Il y a des choses très bien, notamment sur Ansible Galaxy. Nous, on a aussi mis en open source, on a libéré le code de beaucoup de rôles qu'on a écrits et qui correspondent à nos conventions et nos bonnes pratiques. Donc d'autres personnes peuvent s'inspirer de ça et considérer que c'est suffisamment stable et que ça fonctionne et que ça répond à un vrai besoin. On peut aussi progresser sur le chemin de l'homogénéité entre les environnements de dev, de pré-prod et de prod. Quoi de plus désagréable que se rendre compte qu'on n'avait pas la même version de la bibliothèque ImageMagick, par exemple, entre le dev et la prod, et que du coup, ça ne marche pas. Donc là, du coup, on va pouvoir faciliter ça. Nous, par exemple, on donne à nos clients leurs playbooks de prod, et ils peuvent les jouer aussi sur leur dev, et ça va faciliter le travail. Et puis là, c'est un peu plus anecdotique, mais par exemple, préparer des contextes d'exécution. Donc là, c'est par exemple préparer son virtual env, préparer un nouvel utilisateur, un nouvel espace d'exécution. Bah, c'est un petit peu fastidieux, on peut le scripter facilement. Bah, j'imagine que vous avez peut-être aussi des recettes par ailleurs, mais voilà, en tout cas, on peut le faire facilement comme ça. On va pouvoir aussi avoir une approche de l'infrastructure comme du code. Donc vraiment, Ansible, ça va parler à votre cerveau de développeur et on va pouvoir donc aborder l'infra comme du code. On va commencer par exemple avec du dry run. Donc l'idée c'est de jouer notre playbook en mode simulé. Ansible va nous dire voilà, je compte créer telle chose, je compte modifier telle chose. Je ne le fais pas pour de vrai, mais voilà ce que je veux faire. Et donc on peut valider comme ça visuellement ce qui va se passer. On peut faire des tests de déroulement. Donc si le playbook va au bout, qu'il n'a provoqué aucune erreur, bah, c'est le signe qu'on n'a pas fait d'erreur de syntaxe et ce genre de choses. Faire des tests d'idempotence, donc ça c'est la même chose que l'étape d'avant, mais on le refait une deuxième fois. Et si on le refait une deuxième fois et qu'il n'y a aucun changement rapporté, eh bien c'est que ce qu'on a écrit est bien idempotent, et donc il n'y aura pas de doute sur est-ce que le deuxième coup ça a contredit ce que j'avais fait le premier coup. Les tests de régression ou de dérive, ça c'est très pratique également de jouer régulièrement un playbook sur une infra pour vérifier que, par exemple, notre configuration de firewall n'a pas dérivé, ou que si elle a changé, il faudrait peut-être qu'on modifie notre playbook pour coller à la réalité, ou bien détecter qu'un utilisateur a été supprimé, ou que des droits sur un dossier critique ont été changés, etc. Enfin, on va pouvoir le détecter facilement comme ça. Et puis des tests d'acceptation ou des tests d'infrastructure. Donc là, par exemple, post-déploiement, on peut lancer un playbook qui va vérifier qu'effectivement, on arrive bien à se connecter, on arrive bien à créer quelque chose, on arrive bien à joindre tel service, etc. Voilà. Donc avec tout ça, on peut aller plus ou moins loin, mais aborder vraiment l'infra comme du code. Et donc je vais vous proposer une petite démo, alors ne sachant pas, et d'ailleurs le Wi-Fi est en panne, j'ai bien fait, ne sachant pas si le réseau a bien marché, j'ai un petit peu scripté les choses, et donc tout ne va pas se dérouler comme si c'était de zéro. Mais l'idée c'est je vais partir d'une machine virtuelle vierge, une machine virtuelle Debian, où il n'y a rien dessus. On va appliquer une première couche qui va consister à configurer le système comme un serveur web qu'on met dans les mains de nos clients, et puis on va appliquer par-dessus tout ce qui va permettre d'avoir une vraie application qui fonctionne et qu'on va pouvoir joindre dans le navigateur. Et il se trouve que c'est un logiciel libre qu'on a écrit l'année dernière qui s'appelle Shakespeare et qui permet de suivre et d'être alerté lorsqu'il y a des questions d'expiration de nom de domaine ou de certificat SSL. Et comme c'est ma coutume, je vais vous troller un petit peu et je vais déployer une application Ruby parce que voilà, je ne sais pas faire du Python et je ne voulais pas me ridiculiser devant vous, donc je préfère que vous me lanciez des tomates, mais pour ce genre de raison-là. Alors je vais poser le micro 2 secondes et je le reprends. Je reprends, on change donc. Et là, donc, je vais exécuter une commande qui va exécuter mon playbook Evo Linux. Donc je vais le lancer puis je vais vous montrer un peu ce qu'il fait. Donc là, on voit Ansible qui se déroule. Alors là, tout est en vert, tout est en OK, justement parce que ça a déjà roulé pour éviter d'avoir accédé à Internet, etc. Mais ça se déroule comme ça et ça nous informe au fur et à mesure de ce que ça fait. Et si je vais sur... C'est celui-là. Si je vais ici, je peux vous montrer rapidement
ce qu'il y a dans ce playbook-là. Donc là, on voit qu'on va définir qu'on s'interface avec tous les autres. On va devenir Bicom, on va devenir sudo, on charge des variables et puis on va exécuter des rôles. Donc Evo Linux Base, c'est notre configuration typique vraiment de base des serveurs. Et puis on va installer Apache, et puis on va installer MySQL. Et puis comme on est discipliné, on va committer dans Git toutes les modifications qui ont été apportées. Et on va retourner voir où ça en est. Voilà, ça n'a pas tout à fait fini. Donc je vais continuer à vous montrer la deuxième partie du playbook, enfin d'un autre playbook, qui lui va s'occuper de toute la configuration applicative, etc. Donc là, c'est un playbook en trois phases. La première, toujours Bicom, parce qu'on va faire des choses d'administrateur, où on va installer RBenv, c'est l'équivalent de VirtualEnv, mais pour Ruby. On va installer Node.js et on va installer des choses dans la partie admin. Donc là, par exemple, c'est s'assurer qu'on ait une base de données créée avec un utilisateur qui va bien. Une deuxième phase qui va s'occuper dans l'environnement utilisateur, donc non administrateur, d'installer véritablement l'application. Et à la fin, on va finaliser avec toute la partie serveur web et serveur d'application. Donc là, mon playbook a terminé. Donc là, par exemple, il y a 231 tâches qui ont été exécutées, 6 qui ont produit des changements. Donc là, mon playbook, il n'est pas 100% idempotent. Donc c'est pas tout à fait parfait, mais voilà. Et alors, si je le lance... Oh, non. Je lance le deuxième. Donc là, il va se dérouler. Et là, on va le regarder. Donc là, on voit qu'on installe quelques paquets, quelques dépendances. On va installer notre environnement pour Ruby. Et voilà, donc ça va se dérouler tranquillement. Et donc, pendant qu'il fait ça, je vous montre par exemple le rôle App User qui n'est pas généralisé, qui est uniquement pour cette application-là. Donc, il y a un premier point d'entrée où on va devoir créer l'utilisateur et régler la partie SSH. Donc, l'utilisateur, on vérifie est-ce que si on demande un UID particulier, est-ce qu'il existe ou pas. On va ensuite créer l'utilisateur, on donne son nom, lui paramètre son shell, on va le mettre dans un certain groupe, etc. Puis ensuite, on va régler la partie SSH, où on va lui donner les droits de se connecter en SSH, on va lui ajouter sa clé publique, etc. Et on voit qu'on a créé un certain nombre de rôles, par exemple le Shakespeare Admin. Donc là, c'est ce qui va nous permettre de générer un mot de passe aléatoire pour MySQL, qui va le stocker dans un fichier, qui va ensuite voilà, créer un utilisateur avec le mot de passe correspondant, etc. Et donc je reviens, donc là il a terminé, il a configuré mon VirtualHost, il a configuré mon serveur d'application, etc. Et si les dieux sont avec moi, je devrais aller sur localhost 80. Voilà. Donc là, on a quelque chose qui, vous devrez me croire sur parole, qui ne marchait pas au début et qui marche maintenant. Et ce n'est pas une page web fake, je ne vais pas aller trop loin dans la démo, mais je peux évidemment me connecter, etc. Et je reviens ici. Et je vous dis merci et à vos questions. Une petite question sur l'organisation de la description des états. Donc, c'est super pour décrire l'état à un instant T, mais comment est-ce que tu organises tes rôles et tes playbooks pour décrire l'évolution de ton état? Par exemple, un jour, je fais un git clone dans le dossier var 3w. Le lendemain, je vais déplacer mon truc ailleurs. Donc, comment est-ce que tu décris ça? Alors, effectivement, donc, soit tu veux que ton système fasse lui-même le changement d'état. Et donc là, on va appliquer une logique qui ressemble un petit peu aux migrations de bases de données dans des applications Django ou autres. C'est-à-dire qu'on va créer un moment une tâche qui va éventuellement être jouée une seule fois pour appliquer le changement que tu souhaites et atteindre un nouvel état différent. Évidemment, du coup, cette phase transitoire, tu n'en as plus besoin et tu changes ta codification. Donc si effectivement, par exemple, tu avais fait un déploiement dans un certain dossier puis tu veux le changer, eh ben, il va falloir gérer cette phase de transition. Il n'y a pas nativement quelque chose qui va te dire magiquement que tu peux passer de l'un à l'autre. Il va falloir faire des opérations intermédiaires. Et pour moi, ça ressemble vraiment pas mal aux migrations de bases de données qu'on peut appliquer. Mais là, du coup, c'est sur un contexte du coup système. Voilà.
Donc ça répond à moitié à ta question, parce qu'il n'y a rien qui te fait tout seul, il faut le faire. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions? On a le droit. Est-ce qu'il y a moyen de paralléliser des tâches Absolument. Okay. On peut tout à fait. Alors, on peut paralléliser entre plusieurs serveurs, c'est-à-dire les faire tous en parallèle. On peut aussi paralléliser les tâches, c'est-à-dire que si par exemple les enchaînements de tâches au sein d'un rôle ou au sein d'un playbook ne sont pas dépendantes les unes des autres, on peut aussi les paralléliser à l'intérieur de cette exécution-là. Et tu peux régler effectivement ce niveau-là. Par défaut, il y a un certain niveau de parallélisme. D'ailleurs, je ne sais même pas si c'est un niveau 0 ou si c'est un niveau déjà de quelque chose. Mais oui, il y a des variables d'ajustement sur ce comportement-là. Si tu veux faire des choses très indépendantes sur des dizaines ou des centaines de serveurs, c'est bien de les paralléliser, pas les avoir en séquentiel. Et tu peux régler, par exemple, que si jamais il y a un taux d'échec, par exemple, tu veux le déployer sur quelque chose sur 100 serveurs et tu te rends compte au bout d'un moment qu'il y en a déjà 10%, 10 sur 100 qui ont échoué, tu peux décider de tout arrêter, par exemple. Enfin, il y a des choses comme ça. Ou bien, au contraire, de continuer quoi qu'il arrive. Parce que s'il y a des échecs et que ton serveur, au final, n'est pas ajouté dans l'autre balanceur, ben, si tu en as perdu 10 sur 100, c'est pas très grave. Tu vas aller les corriger après, mais les 90 autres, ils seront déjà appliqués, ça sera extra actif. Est-ce qu'il est possible, du coup, avec Ansible, de dire, plutôt que de jouer un playbook, de lancer des commandes spécifiques sur un serveur, à des groupes de serveurs, en se servant de ce qui est défini dans pour se connecter dans l'inventaire? Alors oui, à la base, Ansible, c'est une connexion SSH qui va jouer des choses à distance. Et ces choses à distance peuvent être des modules complexes, comme créer un utilisateur MySQL ou des choses même encore plus complexes. Mais ça peut être aussi simple qu'exécuter une commande. Et dans cette commande, tu fais ce que tu veux. Par exemple, dans ce que j'ai fait, j'ai dû exécuter des commandes de précompilation, de JavaScript, etc. Bah, j'utilise le module commande. Et là, c'est une commande spécifique à mon application qui va générer ces choses-là. Donc, tu peux faire des choses assez simples et pour paralléliser les exécutions. Alors après, il y a peut-être si tu veux faire que ça, il y a peut-être des outils plus adaptés encore qu'Ansible, mais Ansible le fait très bien. Si j'ai bien compris ta question. Peut-être. Ok, bah du coup, une dernière petite question pour la route. Il y en aura peut-être deux. On va commencer par Elia. Comment vous testez, est-ce que vous testez les playbooks Ansible à Evolix, et si oui, comment? En partie. Alors on utilise des bibliothèques. Alors on utilise un petit peu les éléments du début de la liste de tout à l'heure sur aborder l'infra comme du code, c'est-à-dire on fait du dry run évidemment régulièrement. On a des tests d'exécution sur des machines par exemple pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur de syntaxe et des choses comme ça. Après, certaines parties sont testées. Alors, on est loin d'être parfait sur ce domaine-là, mais il y a quand même des outils, notamment un outil qui s'appelle Molecule, et il y a des outils qui s'appellent Kitchen aussi, qui en gros permettent un peu comme, dans le reste des tests dans d'autres technologies, mais on va par exemple déclencher des conteneurs Docker, on va exécuter des choses dedans et on va regarder l'état après. Ça peut être de tester par exemple est-ce qu'un tel port a été bien ouvert ou est-ce que l'utilisateur est bien présent. Donc ça c'est des tests déjà un peu plus avancés, mais ne serait-ce que de tester l'exécution sans erreur, c'est déjà une première étape. Mais oui, il y a des outils, peut-être un petit peu moins matures que dans le reste du dev en général, parce que forcément, on s'interface à des choses distantes, etc. Mais il y a des choses assez bien. Le l'idempotence est un test en soi, en fait. J'ai l'impression, du peu que j'en ai fait, le fait que le programme soit idempotent, ça veut dire que, en fait, quand on réapplique la même chose, on ne modifie pas pour rien des choses. Donc du coup, oui, c'est un indicateur de la fiabilité de ce qu'on fait. Alors après, oui. c'est pas. Ça dépend de ce qu'on fait. Voilà, c'est pas parce que l'idempotence n'est pas respectée que les choses ne marchent pas correctement. Par exemple, j'ai eu des rapports de change tout à l'heure sur mon playbook. C'est pas que c'était mal fait, c'est juste que par exemple, quand j'exécute la précompilation des assets, Ansible va dire OK, j'ai refait une modification. En réalité, non, ça n'a rien changé. Mais voilà. Mais en tout cas, c'est un indicateur. Eh ben, merci beaucoup. S'il y a des personnes qui sont curieuses un peu plus du détail, venez me voir à la pause ou dans la soirée ou quoi, dans la journée. Je peux vous montrer un peu plus en détail et refaire la démo en vrai, etc. Voilà. Merci beaucoup. Merci.